Avant de vous parler du décodage ou de l'anatomie de la peau, nous avons fait un petit historique de cette maladie pour essayer de voir si on avait un petit peu un passé de cette histoire. Donc la première description de symptômes similaires à ceux du vitiligo remonte à 3500 ans avant notre ère. Sur un papyrus égyptien, on y fait déjà la distinction entre le vitiligo et la lèpre. La maladie était également décrite dans des documents indiens et égyptiens à la même époque, et japonais. En l'an 100 environ avant Jésus-Christ, les manuels ayurvédiques mentionnent un diagnostic au nom de svitra qui veut dire blanc. Mais dans la Grèce antique, Hippocrate ne faisait pas la différence entre le vitiligo et la lèpre. Il reconnaissait cependant déjà que la maladie était plus facile à traiter au tout début, un fait qui est toujours reconnu aujourd'hui. Dans l'Inde ancienne comme en Égypte, on trouve aussi les premières descriptions de traitements à base de plantes. Mais il s'est développé en même temps une stigmatisation croissante du vitiligo qui a pesé sur le destin des personnes atteintes pendant des siècles et dans bien des régions. Dans certains textes, le vitiligo est interprété comme une punition pour des péchés contre des règlements ou contre des chefs religieux. Et la confusion régnant entre le vitiligo et la lèpre a souvent entraîné la mise à l'écart des personnes atteintes de vitiligo. En Europe au Moyen Âge, les gens souffrant de cette maladie étaient systématiquement traités de lépreux. Le terme vitiligo vient probablement de l'Antiquité. À peu près à la même époque, on a aussi découvert que la peau se compose de différentes couches et que sa coloration dépend de certaines substances des tissus. Mais il a fallu attendre 1819 pour que l'Italien San Giovanni réussisse à décrire les mélanocytes. Vers la fin du XIXe siècle, preuve fut faite que les taches blanches du vitiligo sont dépourvues de pigmentation. L'influence du stress sur l'apparition de la maladie a été mise en évidence à ce moment-là. Au XXe siècle, de nouvelles avancées se sont faites au niveau des connaissances sur la formation de la mélanine. La fréquence familiale du vitiligo a été remarquée dans les années 40, ouvrant un domaine de recherche infiniment complexe et divers. Mais alors qu'au niveau scientifique, les progrès ont avancé à grands pas, au niveau social, on piétine loin derrière. La stigmatisation peine à faire place à l'acceptation, ce qui est encore valable aujourd'hui. Tout cela pour vous dire que cette maladie est loin d'être récente et que les conséquences psychologiques ont été relevées depuis de très nombreuses années. Alors, une définition plus précise avec Pascal. Alors, quelle est la définition? En fait, c'est quoi le vitiligo? Le vitiligo est une dermatose caractérisée par l'apparition de taches blanches sur la peau, le plus souvent par poussée. Cette dépigmentation progressive s'explique par la disparition des mélanocytes, des cellules qui synthétisent les principaux pigments qui colorent la peau, les mélanines. Ces dépigmentations peuvent survenir à n'importe quel moment de la vie, n'importe quel âge et quelle que soit la couleur de la peau. Dans la très grande majorité des cas, il débute avant 30 ans. Et bien qu'il soit considéré comme une maladie bénigne, le vitiligo n'est pas anodin. Il a des répercussions émotionnelles et psychologiques importantes qui peuvent forcément altérer la qualité de la vie des personnes qui en souffrent. Le vitiligo est une maladie auto-immune, c'est-à-dire liée à un dysfonctionnement du système immunitaire. On estime que 0,5 à 11% de la population mondiale est touchée, quel que soit le sexe, le type ou la couleur de la peau. Il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire, mais des prédispositions familiales existent. Une personne dont un parent du premier degré est atteint a un risque de 5 à 8% de développer également la maladie. Il existe aussi des formes congénitales, mais elles sont exceptionnelles. Alors, le vitiligo peut prendre différentes formes, différents aspects cliniques. Il y a des formes généralisées et des formes segmentaires. Donc, les formes généralisées
ou vitiligo vulgaire, appelé aussi vitiligo bilatéral, est la forme la plus fréquente du vitiligo. Elle représente environ 90% des cas. Les plaques sont grossièrement symétriques. Les premières zones atteintes sont la face, les pieds et les mains. C'est appelé aussi le acrofacial. Il existe 3 stades pour le vitiligo vulgaire, donc il y a aussi le généralisé et l'universel. D'abord, les taches ne sont pas très pigmentées. Ensuite, on note une décoloration totale des taches avec des poils noirs. Et enfin, la dépigmentation des taches est totale et les poils sont blancs. Le vitiligo universel, eh bien, presque toute la totalité du corps est recouverte de taches. Le généralisé, c'est le côté symétrique. La forme segmentaire, eh bien, il y a le vitiligo focal, où la maladie touche juste une petite partie de peau. Le vitiligo segmentaire, la dépigmentation se veut unilatérale et la partie touchée est souvent le visage. Et la zone dépigmentée correspond à une zone d'innervation de nerfs en particulier. Et il existe aussi un vitiligo muqueux qui touche les muqueuses, les lèvres, les organes génitaux, etc. Alors, Annie, tu nous fais un petit rappel rapide de la peau. Donc, la peau, je vous rappelle, c'est l'organe le plus étendu du corps humain, environ 2 mètres carrés en fonction de la taille et du poids de l'individu. Elle a de nombreuses fonctions importantes, notamment la limite entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui reviendrait à dire la limite entre moi et les autres. Elle a une fonction de protection de l'organisme contre les traumatismes, de régulation de la température corporelle, du maintien de l'équilibre hydrique et de l'équilibre électrolytique, la détection de stimuli, qu'ils soient douloureux ou plaisants. Elle participe à la synthèse de la vitamine D. Donc ça, c'est les principales fonctions qu'on a retenues pour ce qui nous concerne ce soir. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a 3 couches, l'épiderme, le derme et la couche de graisse, également appelée hypoderme. Alors, je vais vous parler d'abord de l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est la couche superficielle de la peau, relativement fine et solide. La plupart des cellules de l'épiderme sont des kératinocytes. Elles proviennent des cellules de la couche la plus profonde de l'épiderme, appelée la couche basale. Des cellules sont dispersées sur toute la couche basale de l'épiderme. Les kératinocytes migrent lentement vers la surface de l'épiderme. La partie la plus externe de l'épiderme, appelée la couche cornée, est relativement imperméable. Et lorsqu'elle est intacte, elle empêche la plupart des bactéries, des virus et des autres substances étrangères de pénétrer dans l'organisme. Entre l'épiderme et le derme se trouve la jonction dermo-épidermique ou couche basale. Des cellules sont dispersées sur toute cette couche basale de l'épiderme. Ce sont les mélanocytes qui produisent le pigment appelé mélanine, l'un des principaux facteurs à l'origine de la couleur de la peau. Néanmoins, la principale fonction de la mélanine est de filtrer les rayons ultraviolets du soleil. Je te laisse continuer avec le derme. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc ici, nous avons le derme. C'est une deuxième couche de la peau, c'est la seconde couche cutanée. C'est une couche épaisse de tissu élastique et fibreux, principalement constituée de collagène avec une quantité limitée mais essentielle d'élastine, qui donne à la peau sa résistance et son élasticité. Dans le derme, en fait, on retrouve les terminaisons nerveuses, les glandes sudoripares et sébacées, les follicules pileux et des vaisseaux sanguins. Et ensuite, nous avons l'hypoderme, la couche de graisse, qui sert à isoler l'organisme du chaud et du froid et forme une couche protectrice qui permet de stocker les réserves énergétiques. La graisse qui est contenue dans les cellules vivantes, appelées cellules graisseuses ou adipocytes, est maintenue ensemble par un tissu fibreux. L'épaisseur de cette couche de graisse varie
de quelques centimètres au niveau des paupières, par exemple, à plusieurs centimètres au niveau de l'abdomen et des fesses. Alors, Annie, quelles sont les hypothèses en décodage biologique en lien avec la peau? Alors, on a fait des hypothèses en fonction de ces trois couches différentes. Au niveau de l'épiderme, donc pour ceux qui sont spécialistes du décodage biologique, quatrième étage, c'est l'organe de contact. Donc, je suis en contact ou je ne suis pas en contact. L'atteinte de l'épiderme fait référence à une situation de séparation difficile, séparation physique ou ressentie. Pour le derme, on passait au deuxième étage de la biologie, donc une fonction de protection. Cela nous amène plutôt à un événement perçu comme sale, malpropre, une souillure, un regard, une injure. On pense plutôt à une agression extérieure, une atteinte à l'intégrité. Pour l'hypoderme ou couche graisseuse, donc on est au troisième étage, le sens biologique, la graisse protège. L'hypoderme nous parle d'estime de soi ou plutôt de sous-estime, de dévalorisation. Alors, on va parler dans le vitiligo donc de la disparition des mélanocytes. Les mélanocytes, qui viennent de mélas qui veut dire noir et kutos qui veut dire cellule, est une cellule qui pigmente la peau, les poils ou les plumes des vertébrés. Les mélanocytes sont des dérivés de la crête neuronale. Ils peuvent être situés dans le derme ou dans l'épiderme, ainsi que dans l'œil, l'oreille interne, l'épithélium digestif. Ils produisent des mélanosomes, qui sont des granules pigmentés riches en mélanine pigmentaire, dont la fonction principale est de protéger le tégument des rayonnements UV du soleil et de colorer les organismes, donc un rôle dans la communication, le mimétisme, etc. Quelle que soit leur localisation dans la peau, les mélanocytes ont une origine embryologique commune. La crête neuronale dont elles dérivent sous forme de mélanoblastes, les cellules non pigmentées. Les mélanoblastes sont de grandes cellules rondes ou ovalaires qui se différencient en mélanocytes en devenant dendritiques entre la 8e et la 14e semaine de gestation. Les mélanocytes colonisent le derme et l'épiderme avant la différenciation des poils et au stade initial de l'apparition des poils. Ils se répartissent au hasard sans localisation privilégiée dans les bouches pilaires. Ce n'est qu'après le 6e mois de la vie intra-utérine que les mélanocytes se localiseront dans l'infundibulum, organe en forme d'entonnoir, et au sommet de la papille dermique dans le bulbe pileux. Le nombre des mélanocytes dermiques diminue durant la gestation et ils ont virtuellement disparu à la naissance, alors que les mélanocytes épidermiques, établis à la jonction dermo-épidermique, continuent de proliférer et commencent à produire les mélanosomes dans lesquels sont synthétisées la mélanine. En résumé, en fait, à la 7e semaine, les mélanocytes colonisent le périderme, qui est la future couche cornée de l'épiderme. À la 14e semaine, les mélanocytes colonisent les follicules pilosébacés dans le derme. À la 21e semaine, les mélanosomes, donc ce qui sont à l'intérieur du mélanocyte, sont bien développés. Et entre la 23e et la 30e semaine, eh bien, les mélanocytes transfèrent ces mélanosomes aux kératinocytes, qui va donner la couleur de la peau, et aux cellules matricielles des bulbes pileux, la couleur des poils. D'où l'importance, en fait, de la période de grossesse dans la formation, en fait, des mélanocytes et des mélanosomes. Alors, nous allons voir maintenant la couleur de la peau, en fait. Chez l'homme, la couleur de la peau et des poils est principalement déterminée par le nombre, la taille, le type et le mode de répartition des mélanosomes, qui sont donc à l'intérieur des mélanocytes. Il est particulièrement intéressant de noter que dans les conditions normales, les différences raciales de pigmentation de la peau chez l'homme ne reposent pas sur des différences numériques de la population des mélanocytes épidermiques, mais des facteurs prépondérants en fonction du type de pigment synthétisé par les mélanosomes et le niveau d'activité des mélanocytes. Donc, à l'intérieur des
mélanocytes, il y a les mélanosomes qui vont en fait stocker les pigments. À noter que les mélanocytes et ces mélanosomes sont présents dans la peau albinos et les follicules pileux, mais ils ne contiennent que peu ou pas de mélanine. Alors, les mélanosomes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les mélanosomes sont des organites spécifiques des mélanocytes dans lesquels la mélanine est synthétisée, stockée, transportée et finalement transportée vers les kératinocytes. Ils sont évacués vers les kératinocytes à travers les longs bras, comme les dendrites, en fait, comme les cellules des neurones. Donc, ces dendrites où passent en fait les mélanosomes. Ce sont les points noirs là. Et aussi les blancs, parce qu'en fait, il y a des groupes et puis il y en a des individuels. Ce transport peut être déclenché ou intensifié par certains facteurs, notamment l'intensité des radiations ultraviolettes, donc le bronzage, des facteurs hormonaux et neuraux, c'est-à-dire les changements de couleur liés à l'environnement ou aux émotions ou au comportement, comme chez certains poissons, crustacés et amphibiens. C'est-à-dire qu'ils vont en fait adapter leur couleur à leur environnement. Il existe deux types de mélanine dans les cellules épidermiques. Il y a le mélanine et la phéomélanine. Le mélanine, c'est un pigment de couleur brun-noir, alors que la phéomélanine est un pigment de couleur jaune et rouge. Ces deux types de pigments sont synthétisés et jouent un rôle différent. Les eumélanines absorbent totalement la lumière et exercent un réel pouvoir photoprotecteur. Lors d'une irradiation prolongée, les eumélanines vont se mettre autour du noyau des kératinocytes pour protéger le matériel génétique de la cellule. Les phéomélanines ont très peu de rôle photoprotecteur. Et donc, la principale étape qui détermine la pigmentation constitutive de la peau, qui sont les mêmes dans les peaux de différents groupes ethniques, ce sont la migration des mélanoblastes vers l'épiderme, donc ça c'est au moment de l'embryogénèse, dans la grossesse, leur survie et leur différenciation en mélanocytes, la densité des mélanocytes, l'expression et la fonction des constituants enzymatiques et structuraux des mélanosomes, la synthèse des différents types de mélanine, le transport des mélanosomes aux dendrites des mélanocytes, le transfert des mélanosomes aux kératinocytes et finalement la distribution des mélanines et leur dégradation au niveau de la peau. Ce qui veut dire en fait qu'il est important aussi de la grossesse, de comment je vis la grossesse. Eh bien, il est possible que lors de stress, lors de la grossesse, eh bien, il y ait une répercussion sur tout le système de la pigmentation de la peau. Donc, en résumé, les mélanocytes sont situés à la base de l'épiderme. Ce sont eux qui synthétisent des pigments désignés globalement par le terme de mélanine, dont les organites appelés mélanosomes. Le mélanocyte est une cellule présentant des prolongements, appelés dendrites, qui entrent en contact avec les kératinocytes. Chaque mélanocyte est ainsi en contact avec une quarantaine de kératinocytes, auxquels il transfère ses mélanosomes. La coloration de la peau est donc due à deux types de cellules, les mélanocytes producteurs de mélanine et les kératinocytes, cellules receveuses et accumulatrices de mélanine. Alors, que se passe-t-il dans le vitiligo? Alors, dans le vitiligo, eh bien, il y a des anomalies intrinsèques des cellules de la peau qui affectent notamment les mélanocytes, mais aussi les kératinocytes dans l'épiderme et également les fibroblastes qui sont dans des cellules qui sont de derme, qui ont un rôle de protection. Il y a des différences entre le vitiligo segmentaire, qu'on a vu au début, segmentaire, et le vitiligo
généralisée universelle. Si l'on note une activation du système immunitaire des mélanocytes dans les formes généralisées, dans les formes segmentaires, il existe des altérations spécifiques de mélanocytes et des kératinocytes de zones localisées de la peau. Elle explique le développement préférentiel des lésions sur ces zones. Et ces anomalies surviennent probablement lors du développement embryonnaire. À noter que le vitiligo n'augmente pas le risque de cancer de la peau. Au contraire, des études épidémiologiques ont démontré que les mélanomes étaient 3 fois moins fréquents chez les personnes atteintes par cette dermatose que dans la population générale, et le risque de développer des carcinomes cutanés est également diminué. En revanche, le vitiligo a un impact émotionnel et psychologique considérable qui ne doit pas être sous-estimé. Alors, Annie, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux dire entre quand tu regardes la peau et un brin d'émotion? Et oui, regardons la peau avec un brin d'émotion. Comme on l'a dit dans le rappel anatomique, la peau limite ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qui je suis en tant qu'individu. Elle est le reflet de ma vie intérieure, ma vie intime, un petit peu ma carte de visite intérieure. Elle fait la liaison entre le monde extérieur et mon monde intérieur. On peut dire que lorsqu'une maladie touche la peau, elle nous parle de contact et de séparation, de difficultés de communication avec mon entourage, avec les autres, peut-être de difficultés à m'intégrer dans un groupe, une communauté, un clan. Et elle parle aussi de besoin de protéger mon intégrité. Mon individualité est remise en question. Quelles sont mes limites? Quel est mon seuil de tolérance? Si ma peau présente des anomalies, c'est sûrement que j'accorde beaucoup, peut-être beaucoup trop, d'importance à l'opinion des autres, principalement sur moi, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Lorsque ma peau est affectée, il est important de me demander si j'ai peur d'être séparée de quelqu'un, de quelque chose, quelqu'un ou quelque chose que j'ai dans la peau, et de me retrouver isolée, ce qui peut m'amener à me refermer dans ma coquille, à l'intérieur de ma peau. En fonction de mes émotions, ma peau peut changer de couleur. Si je suis en colère, par exemple, si je ressens de la honte, si je ressens de la gêne. Elle peut être moite aussi si je me sens en insécurité. Elle peut transpirer en abondance pour évacuer les émotions que je retiens, etc., etc. Donc c'est quand même un petit peu ma carte de visite pour les émotions intérieures. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à la question que vous avez posée. Est-ce que vous avez une idée entre le point commun entre le renard polaire, l'hermine, Blanche-Neige et le vitiligo? Peut-être que Pascal a une réponse. Peut-être. Alors, je vais parler tout d'abord du renard et de l'hermine. Eh bien, ces deux animaux, en hiver, ils perdent leur pelage, en fait, ils muent, ils deviennent blancs comme neige. Ça leur permet en fait de se fondre dans le décor pour se protéger des prédateurs, donc de rester en vie. Alors, dans le vitiligo, eh bien, est-ce qu'il y a un lien avec se protéger d'un prédateur, d'une autorité, de se fondre, ce besoin de se fondre dans le décor, peut-être, de se fondre pour appartenir, peut-être à un clan, à une famille. En tout cas, ces animaux, ils ne peuvent vivre que s'ils ne sont pas en contact avec leur agresseur, ils changent de peau pour se camoufler. Et que dire alors de Blanche-Neige et le vitiligo, Annie? Blanche-Neige et le vitiligo, on pourrait dire que c'est toute une histoire. Être blanc comme neige, je pense que vous savez tous ce que ça signifie, mais du coup, on s'est intéressé à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire blanchir? Alors, au XIIe siècle, blanchir
signifie tout simplement rendre blanc. Rendre blanc un tissu sale. Au XIVe siècle, on parle de blanchir un accusé, c'est-à-dire éliminer les charges qui pèsent sur lui, le laver de tout soupçon. Et puis au XIXe siècle, le verbe signifie également purifier, purifier dans un sens plus moral. Et enfin au XXe siècle, c'est là qu'on va commencer à parler de blanchir. Blanchir par des moyens malhonnêtes pour nettoyer ou purifier de l'argent sale afin de pouvoir le réinjecter dans l'économie, comme s'il s'agissait d'argent honnête. Donc le blanchiment, qu'est-ce qu'il faut blanchir, qu'est-ce qu'il faut cacher qui est sale ou qui n'est pas très honnête. Alors quel est le lien entre le vitiligo ou la peau blanchie? On pourrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que la personne veut blanchir à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle ressent de sale ou de souillé? On peut se poser la question. Et ça va nous amener à des hypothèses en décodage biologique. D'abord sur la maladie auto-immune. Qu'est-ce qui se passe dans la maladie auto-immune? C'est que, en fait, il y a une partie de moi, que le système immunitaire croit que ce n'est pas à moi, que c'est étranger. Et donc, il y a un dysfonctionnement de ce système immunitaire où, en fait, le problème, c'est une partie de moi. Et là, pour survivre, pardon, je dois détruire une partie de moi qui, en fait, va me permettre de devenir meilleure. Et lorsque, en fait, il y a comme une phase d'écrasement de la personne, c'est-à-dire que devant une autorité, devant un agresseur, cet agresseur, en fait, d'agir. M'empêche d'agir, m'empêche de penser ce que je veux penser, m'empêche de dire ce que je veux penser, je m'empêche de ressentir. Et donc, c'est m'empêche d'être moi. Et ce que j'explique à mes patients, en fait, c'est, en fait, quand je m'empêche d'être moi, en fait, c'est comme si, en fait, j'ai besoin de changer de pompe. Je vais, en fait, changer de pompe, créer des nouvelles pompes, créer, en fait, un nouveau moi qui va me permettre, en fait, de penser autrement, de ressentir autrement, de parler autrement et donc de, en fait, agir autrement. Agir autrement face à cet agresseur. C'est comme si, c'est que, en fait, je change de moi, je change de pompe pour pouvoir vivre. Alors tout d'abord, si c'est comme si je vis à condition de, alors la question qui se pose, est-ce que je vis vraiment si je vis à condition de? Est-ce que je ne suis pas plutôt en survie? Et en tout cas, il suffit pas de détruire, en fait, cette partie-là que je ne veux pas de moi, cette partie-là qui est faible. Et en plus, je vais lutter contre cette personne-là, contre ce moi-là, en fait. Pour tout ça, pour devenir parfait. Donc vous voyez que dans la maladie auto-immune, donc là je parle d'une maladie auto-immune en général, eh bien, il suffit pas de changer de moi, c'est de lutter contre le moi et en plus, il faut que je sois parfaite. Donc tout cela, ça met quand même un peu de pression. Alors dans le vitiligo, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le vitiligo? Eh bien, c'est que le système immunitaire détruit les mélanocytes qui sont dans cette couche basale et qui vont vers les kératinocytes. Donc, en fait, ces cellules-là, elles ont un rôle dans la protection des rayons ultraviolets. Donc, je ne peux vivre que si je détruis ce qui me permet de me protéger du soleil. Donc, ça détruit, donc je suis séparée des mélanocytes et en plus, je me sépare de ce qui me permet de me protéger contre l'agression du soleil. Donc voilà dans le côté maladie auto-immune du vitiligo. Et ensuite, les hypothèses plus spécifiques par rapport au vitiligo, donc ça touche le derme. Donc la dermatologie, eh bien, c'est comme disait Annie tout à l'heure, c'est la limite entre le monde extérieur et le monde intérieur, donc entre moi et les autres. Et donc, je veux
que les rayons du soleil entrent plus en moi. Je veux recevoir quelque chose de papa, parce qu'en fait, souvent, en décodage biologique, le soleil représente le père. Et les mélanocytes qui sont dans la jonction dermo-épidermique ou la couche basale, eh bien, elles sont aussi en lien avec le derme. Et donc, dans le derme, le décodage, l'hypothèse, le vécu émotionnel, eh bien, c'est la protection pour, en fait, garder l'intégrité de mon corps. Donc, il y a la peur aussi d'être souillé, la peur d'être sali. Je veux que l'on voie ma pureté, mon innocence. Je suis blanche comme neige. Une autre hypothèse, eh bien, il ne faut pas que je fasse écran pour que la lumière entre en moi, que le regard de l'autre entre en moi et je me sens agressée par le regard de l'autre. Donc, je veux le regard, mais en même temps, je suis agressée par le regard de l'autre. Alors, on a réfléchi, Annie et moi, à une stratégie thérapeutique. Comment, lorsqu'on a des patients qui viennent en cabinet avec le porteur, en fait, avec cette maladie, eh bien, il y a le regard, en fait, des autres. Donc là, le conflit de silhouette, pour ceux qui connaissent, qui sont dans le décodage biologique, les thérapeutes, eh bien, le conflit de silhouette, le regard des autres sur moi. Ces personnes sont références externes aussi. L'autre, beaucoup l'autre, être regardé, être blanchi, être reconnu. Donc, il y a aussi ce besoin d'appartenir, de se fondre, en fait, avec le clan, peut-être. Besoin d'appartenir et le besoin aussi d'exister, d'être. Donc, il y a un travail profond aussi sur l'identité, qui je suis, se connaître, et, et un travail sur la maladie auto-immune, donc de ce côté de changer de pompe, donc de destruction du moi, c'est accepter ce moi que je ne veux pas voir, en fait. C'est vraiment un travail d'acceptation de ce moi. Et évidemment, on va préciser en fonction de la localisation, si c'est le visage, quel est le sens biologique du visage? Eh bien, c'est mon image, c'est moi. Les mains, le sens biologique des mains, mais à quel endroit sur les mains? Est-ce que c'est la face dorsale? Est-ce que c'est la face palmaire? Est-ce que c'est plutôt dans la prise? Est-ce que c'est plutôt la face dorsale? Donc peut-être quelque chose que je veux repousser, je ne sais pas. C'est utiliser le protocole dans ma culture que nous connaissons pour vraiment se mettre avec la personne en accord, en synchronicité avec la personne, par rapport à quel est le sens biologique qu'elle met en fonction de la localisation. Voilà. Et toi, Annie, en fait, toi, qu'est-ce que tu peux préciser? Qu'est-ce que tu précises? Alors, moi, c'est vrai que dans tous les problèmes de peau et particulièrement dans le vitiligo, j'oublierai pas d'aller voir le transgénérationnel. Les on est souvent, confrontés à 3 voire 4 générations au-dessus à des problèmes de souillure et très souvent des problèmes de honte qui vont se transmettre et donc ne pas oublier d'aller chercher l'origine, la source de ce vitiligo dans le transgénérationnel, souvent très, très marqué. Alors, si, vous êtes un petit peu curieux et si vous avez envie, d'aller un petit peu plus loin, eh bien, on vous invite à relire, la fable de La Fontaine qui s'appelle «Le loup, la chèvre et le chevreau». Parce que c'est cette fable qui est à l'origine d'une expression qui va bien avec le vitiligo, qui s'appelle «montrer patte blanche». Voilà. Je sais pas. Alors, donc, eh bien, merci pour votre participation et que le regard, en fait, de la société change. Parce qu'en fait, maintenant, vous voyez, il y a cette mannequin canadienne qui, en fait, montre, en fait, qui n'a pas peur de se montrer, qui défile, qui fait des défilés de mode avec cette maladie, le vitiligo. Donc merci, je pense, merci à elle pour vraiment diffuser
en fait, montrer dans la société que, en fait, on peut vivre avec le sourire, avec le vitiligo Et avec ses différences. et avec ses différences. Donc merci à vous tous pour votre participation et si vous avez des questions, eh bien, nous allons essayer d'y répondre. Par rapport au délai d'apparition des symptômes, est-ce qu'il peut y avoir une pigmentation extrêmement rapide, voire brutale, d'une partie de la peau, ou est-ce qu'il y a un délai d'apparition par rapport à un choc, un événement? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Je n'ai pas d'infos si, je pense que c'est, progressif, mais progressif peut-être dans la diffusion de la plaque, de la tache. Mais Alors, je n'ai quand pas même sur certaines études, quand même, on voit que, ça progresse doucement, mais qu'il y a des poussées plus soudaines et effectivement, c'est souvent en lien avec un événement, très stressant, quelques mois avant, D'accord, donc ça serait de l'ordre de quelques mois quand même, a priori. Ouais. a priori. Merci beaucoup. Alors pour les poussées, hein, pas pour l'apparition du départ, mais pour les poussées, de la Le maladie en développement. elle-même. Merci. Je pense qu'il y a quand même, qu'il y a un choc émotionnel et après le temps qu'il y ait une destruction des mélanocytes. Parce qu'il y a quand même plusieurs facteurs, hein. Il y a les mélanocytes, il y a le mélanosome, il y a le transfert des mélanosomes vers les kératinocytes, par rapport donc avec la radiation, les UV. Donc je pense il y a au minimum, je dirais presque au minimum 6 mois, le temps que la biologie en fait trouve des solutions, comme un peu le syndrome d'épuisement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un certain délai, pour voir apparaître une tâche en fait. Qui est très petite au départ, hein, je pense. On entend parfois dire, alors moi je ne l'ai jamais ni vécu ni constaté, mais de personnes qui voilà, ont les cheveux qui blanchissent de manière extrêmement rapide. Donc en une nuit ou suite à un choc ou un événement, on demandait si ça pouvait être transposable à la peau ou pas, quoi. Alors dans toutes les études que j'ai lues, j'ai pas vu de cas comme ça. C'est vraiment un stress quelques mois ou dans l'année qui précède pour les poussées, mais pour le départ, j'ai pas vu de choses comme ça dans les comptes rendus. Ok. Si je peux me permettre, voilà, euh, illustrer des dénis, ma mère a du vitiligo dans tous les corps, elle est généralisée, hein. Et c'est vrai que ça dépend des vécus émotionnels, ça peut être de toutes petites tâches et ça va plus ou moins vite, mais ça dépend de l'événement. Donc il y a les deux là. Il y a les deux là. Ça, ça m'a fait penser la semaine dernière, c'est grâce au décodage que j'ai compris quelque chose qui faisait ma mère depuis toujours, hein. La semaine dernière, j'achetais un pantalon blanc et chaque fois que j'achète quelque chose de blanc, je pense à ma mère parce que je n'ai pu commencer à acheter des vêtements blancs quand j'ai commencé à avoir mon salaire et décider ce que je pouvais moi m'acheter moi. Parce que quand j'étais petite, limite que c'était interdit. Il ne fallait pas acheter quelque chose de blanc pour ne pas salir parce que ça salissait trop vite. Donc, voilà, c'est intéressant de voir l'autre côté aujourd'hui pour moi. C'est comme expérience et mieux la comprendre, hein. Il fallait pas, elle n'achetait pas des vêtements blancs, hein. C'est vrai que, voilà, il ne faut pas acheter des vêtements blancs parce que ça salit trop vite. Ça, c'est sa réponse. Voilà. Pour revenir à ta question, Magali, c'est peut-être aussi en fait la masse de stress, en fonction de la masse de stress en fait, avec le vécu émotionnel, mais la masse de stress où là, ça pourrait arriver, voilà, le temps d'apparition, le délai d'apparition va être différent. D'accord. Et est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'il peut y avoir une repigmentation des zones qui ont été dépigmentées par une recolonisation par les mélanocytes? Est-ce que vous avez eu des Alors, infos sur ce point? a Ben, priori, dans certaines études, elles sont pas toutes d'accord. Certaines disent que oui, c'est possible avec certains D'accord. médicaments et évidemment un travail aussi sur soi, mais Oui, dans l'absolu, tout est possible. Donc, pourquoi pas? dans certains comptes rendus d'études, oui, effectivement, mais on va dire que c'est quand même pas le plus courant. Hum.
Après, en décodage logique, en fait, le corps, le symptôme, en fait, c'est la réponse, la réaction du corps Oui, à un besoin que je n'ai pas pu satisfaire, que je ne satisfais pas. Donc, si il y a, on a le besoin, parce que c'est multifactoriel, il y a la maladie auto-immune, il y a le derme, il y a l'hypoderme, donc l'agression, la séparation. Donc, si j'arrive à satisfaire les besoins, le corps n'a pas besoin de répondre. Donc, il y a tout un travail sur la maladie auto-immune, sur le fait qu'il y a une disparition donc, des mélanocytes. Donc, ça peut, en fait, à ce moment-là, les mélanosomes, en fait, ils vont certainement se reproduire. Et puis, il y a les mélanosomes, non, les mélanosomes, pardon, les mélanocytes. Ils ont plus oui, oui. besoin de Oui, on disparaître. peut les refabriquer. Voilà, ils peuvent réémerger d'ailleurs. Oui. Oui. Donc, ça peut se repigmenter doucement. Si je peux apporter juste un petit témoignage. Moi, j'ai eu le cas justement d'une repigmentation qui s'est faite par zone, lentement. Et voilà, tout n'est pas revenu entièrement, mais en tout cas, il y a eu des zones qui se sont repigmentées. Ouais. Super. Pascal, tu parlais de la formation effectivement des mélanocytes et le processus dans la vie in utero. Oui. Donc ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément aller chercher dans cette période-là? Et Annie parlait du transgénérationnel aussi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un vitiligo, il faut aller remonter jusqu'à à la vie in utero? Pas forcément. Je ne veux pas dire il faut, mais je pense que je le conseillerais, oui. Je conseillerais au niveau de de la fabrication, de la création du mélanocyte. Dans les recherches, en fait, j'ai regardé un peu les recherches là aujourd'hui sur le vitiligo. Ils sont en train de. Il y a une voie, en fait, qui est lors de l'embryogénèse, la voie WNT. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en fait, c'est une voie qui différencie des cellules et entre les cellules souches et d'autres cellules. Et ils sont en train de rechercher sur une problématique de cette voie-là, donc dans l'embryogénèse. Et en travaillant sur avoir une action sur cette voie-là, eh bien, de différenciation, ils agissent sur le vitiligo. C'est dans les recherches. Et ils se sont aperçus aussi que en stimulant des cellules dans le derme, donc ça c'est dans la vie, hein, dans la vie, pas en embryogénèse, mais en stimulant des cellules qui sont dans le derme, eh bien, ça permettait en fait une repigmentation. Ça, c'est dans les recherches, hein, c'est pas encore, mais c'est dans les recherches. Donc, ils sont en train de chercher d'autres solutions pour repigmenter la peau. La grossesse, oui, parce qu'en fait, les chocs émotionnels pendant la grossesse, eh bien, ça peut agir sur la fabrication des mélanocytes, quoi. J'ai cru comprendre que les cancers de la peau n'étaient pas du coup plus fréquents, ou en tout cas, voire le contraire. Oui, Du fait du vitiligo, ça semble paradoxal et ma dermato m'a pas du tout présenté ça comme ça. oui, Elle m'a dit évidemment de bien me protéger du soleil, donc une protection 50 en permanence, sur le visage, les mains, voilà. Justement pour éviter tout ce qui est mélanome et autres cancers. C'est très particulier parce que du coup, justement, puisque la mélanine ne fait plus son effet de protection du soleil, oui. voilà, ça me semble très, très paradoxal. Oui, et en fait, c'est ce qu'on a trouvé en fait dans les recherches en fait. Et j'ai recherché à plusieurs endroits, différentes sources, et j'ai retrouvé la même chose en fait, hein. Que c'est pas le vitiligo ne fait pas, c'est en fait ne va pas plus déclencher des cancers en fait euh, Ah ouais, par rapport à la peau en fait. ouais, ok. Bon, bah, tant mieux, c'est plutôt rassurant. Donc oui, oui, oui.
Après, évidemment, qu'il y a toute la protection à faire, satisfaire son besoin de protection par les crèmes solaires, par toute la protection, un tissu et se mettre à l'ombre. Oui, oui. Bien sûr, ouais. Mm. Mais ben voilà, j'ai recherché à plusieurs sources et ils me disaient la même chose. Enfin, j'ai vu la même chose. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, nous vous remercions. En fait, merci. De votre Merci. attention. Oui. Si je peux me permettre, je peux faire une proposition stratégique pour tous les problèmes de peau. Je vous conseille fortement, si vous avez l'occasion de faire des constellations familiales, ça marche très très bien pour les problèmes de peau. Merci encore pour votre écoute et votre participation. Merci à vous toutes de nous avoir écoutés et tous. Voilà, et en espérant qu'on vous ait apporté un petit éclairage, une petite lumière sur cette maladie.